L'air froid de décembre soufflait dans les ruelles étroites de Marseille, lorsque la lourde porte en bois de la taverne, le repère des loups, s'ouvrit avec un grincement sourd. Le vent apportait l'odeur salée de la Méditerranée toute proche, mêlée à celle de l'asphalte humide et des lumières lointaines du port. À l'intérieur, l'atmosphère était chaude, enfumée, imprégnée de l'odeur de bière éventée de cuir et d'une légère trace d'huile de moteur collée aux vestes des hommes. La taverne était le cœur le cœur de la bande de motards, les Loups d'Acier, un lieu où des hommes rudes, aux bras tatoués et au visage buriné par les intempéries, se réunissaient pour boire, rire et échanger des histoires de la route. Le crépitement du feu dans la cheminée se mêlait au bourdonnement sourd d'un vieux jukebox qui jouait un blues rauque tandis que les hommes étaient assis à des tables en bois brut tenant des chopes de bière. Mais lorsque la porte s'ouvrit, les conversations s'arrêtèrent. Tous les regards se tournèrent vers la petite silhouette à l'entrée. C'était une fillette à peine âgée de 10 ans, avec des cheveux bruns et bourriffés qui dépassaient en mèches désordonnées sous un bonnet de laine usée. Ses yeux bleus brillaient de détermination, mais ses lèvres tremblaient légèrement. Dans ses petites mains, elle tenait un vieux pistolet, dont le canon rouillé luisait pointé sur les hommes. Sa posture était hésitante, mais la manière dont elle tenait l'arme, le doigt éloigné de la détente, le coude légèrement plié, révélait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Lequel d'entre vous est mon père ?» demanda-t-il. Et sa voix, bien qu'enfantine, trancha le silence comme un couteau affûté. Les hommes des Loups d'Acier, dont les vestes en cuir ornées d'une tête de loup brodée, scintillaient, la dévisagèrent. Certains posèrent leurs verres, d'autres se penchèrent en arrière, les sourcils levés. Personne ne parlait. Vincent, le chef de la bande, se leva lentement. C'était un homme large d'épaules, dans la cinquantaine, avec une barbe grise qui adoucissait ses traits durs et des yeux qui racontaient un peu plus d'histoire qu'il n'en partagerait jamais à voix haute. Son bracelet en cuir tinta doucement lorsqu'il posa sa bière sur le comptoir. « Petite, dit-il d'une voix grave et apaisante, pose l'arme. Personne ici ne te fera de mal. » Mais la fillette secoua la tête ses doigts, serrant le pistolet plus fort. « Pas avant que quelqu'un me dise « Qui est mon père ?» répondit elle, sa voix tremblante, mais sa détermination inébranlable. « Ma mère est en train de mourir. Elle a dit qu'il est ici, l'un d'entre vous. » Elle fit un pas en avant, l'arme toujours levée, et sortit de sa poche une photo froissée de sa veste en jean usé. La veste était trop grande pour elle, les manches couvraient presque ses mains, comme si elle l'avait empruntée à quelqu'un d'autre. « C'est ma mère, Claire Dubois, dit-elle. Elle était barmaid ici il y a 10 ans. Elle a dit que mon père est l'un d'entre vous. » Vincent prit la photo avec précaution, ses grandes mains calleuses semblant immenses à côté de ses petits doigts. Il la tint sous la lumière vacillante de la vieille lampe au-dessus du comptoir dont la lueur jaunâtre projetait des ombres sur l'image fanée. Elle montrait une jeune femme riant, avec de longs cheveux sombres et des yeux brillants, debout, au centre de 4 hommes en veste de cuir. Ils se tenaient devant l'entrée de la taverne, sous l'ancienne enseigne au néon qui affichait encore le repère en bleu lumineux à l'époque. Vincent connaissait cette femme. Tout le monde dans la taverne la connaissait. Claire Dubois était une légende parmi les Loups d'Acier. Elle était belle, intelligente, avec un sourire qui adoucissait même les hommes les plus endurcis. Elle avait poli des vers ici, raconté des blagues et impressionné les hommes par sa repartie avant de disparaître sans laisser de traces une nuit. Personne n'avait jamais su pourquoi. Jusqu'à maintenant. « Où est ta mère maintenant ?» demanda Léon,
un homme massif, avec une cicatrice qui traversait son sourcil comme un éclair. Il était assis au bout du comptoir, un verre de whisky à moitié plein devant lui. Sa voix était rauque, mais ses yeux montraient une douceur inattendue. La fillette, qui se présenta comme Amélie, déglutit difficilement. « À l'hôpital de la Timone, chambre 312, » répondit-elle. « Elle est en train de mourir. » Son compagnon Julien l'a poussée dans les escaliers. Les mots pesèrent lourd dans l'air et l'ambiance dans la taverne bascula. Les hommes échangèrent des regards, certains serrèrent vers les poings, d'autres se penchèrent en avant, leur visage durci par la colère. Julien était un nom qui réveilla un souvenir chez Léon. Julien Morel demanda-t-il brusquement plissant les yeux. Amélie hocha la tête. « C'est un policier. Maman dit qu'il est dangereux. Il a dit que si elle révélait à quelqu'un qui était mon père, il nous tuerait toutes les deux. » Les hommes grognèrent doucement, un son grave et animal qui amplifia la tension dans la pièce. Vincent s'agenouilla lentement devant Amélie, ses mouvements mesurés pour ne pas l'effrayer. « Écoute, Amélie, dit-il doucement, sa voix comme une ancre dans une tempête. Personne ici ne laissera quoi que ce soit arriver à toi ou à ta mère. Mais tu dois poser l'arme. Nous ne pouvons pas t'aider si tu nous menaces. » Amélie secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues, mais sa main resta ferme. « Je ne peux pas aller dans un foyer, » murmura-t-elle, sa voix se brisant presque. « Julien a des amis là-bas. Il m'a dit ce qui arrive aux filles comme moi. Il a dit que je devais faire attention si je n'obéissais pas. » Ces mots frappèrent les hommes comme un coup dans l'estomac. Les loups d'acier n'étaient peut-être pas des saints. Ils avaient leurs affaires louches, leurs combats, leurs querelles avec d'autres bandes. Mais ils avaient un code d'honneur ancré dans leurs os, on protège les enfants. Toujours. L'idée qu'une enfant comme Amélie soit menacée par un policier corrompu fit bouillir leur sang. Rémi, le mécanicien de la bande, un homme mince aux mains tachées d'huile et au sourire en coin, se leva. « Qui t'a appris à tenir une arme comme ça ?» demanda-t-il, sa voix à moitié curieuse, à moitié impressionnée. Amélie cligna des yeux. « Ma mère, dit-elle. Elle a dit que je devais savoir me défendre au cas où il viendrait. » Vincent examina la photo de plus près. 4 hommes y figuraient, lui, même Léon, Hugo et Rémi. 3 d'entre eux étaient... Maintenant, dans cette taverne, un seul manquait. Hugo, un homme maigre, aux rides profondes, était assis en silence dans un coin, les yeux fixés sur la photo. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. Vincent remarqua comment les doigts d'Hugo se crispèrent autour de son verre lorsqu'il vit l'image. « Nous trouverons ton père, promit Vincent à Amélie. Mais d'abord, nous devons te mettre en sécurité. » Léon, l'expert en technologie de la bande, avait déjà ouvert son ordinateur portable et tapait avec des doigts agiles. Ses yeux parcouraient l'écran, tandis qu'il marmonnait dans sa barbe. « Julien Morel, dit-il enfin. Commissaire à la police municipale. 2 plaintes pour usage excessif de la force, toutes 2 classées sans suite. Il est sous la protection du capitaine Dupont. » Vincent fronça les sourcils, ses mains se serrant en poing. Dupont. Celui avec l'organisation caritative pour les orphelinats, Léon hocha la tête sombrement. Exactement. L'organisation a fait les gros titres à cause de la disparition d'enfants. Ils appellent ça des erreurs administratives, mais ça sent l'étouffement. Je creuse plus loin. Amélie brandit la photo, sa voix devenant plus forte, plus désespérée. Maman a dit que mon père me protégerait. Mais elle ne voulait pas me dire qui c'était parce qu'elle avait peur de Julien. Elle m'a donné ça. Elle désigna le pistolet, ses petites mains tremblaient,
mais sa posture était parfaite, le doigt loin de la détente, comme quelqu'un le lui avait appris. Elle a dit que je devais me protéger au cas où il viendrait. Vincent hocha la tête avec approbation, bien que son cœur soit lourd. Ta mère est une femme forte, dit-il, et tu es tout aussi forte, mais tu dois nous faire confiance. À ce moment-là, des sirènes hurlèrent un son strident qui traversa la nuit comme un éclair. Les hommes se figèrent entre leurs mains, glissant instinctivement vers leurs poches, où certains portaient des couteaux ou pire. « Tu as appelé quelqu'un » demanda Vincent, brusquement les yeux sur Amélie. Elle secoua la tête, les yeux écarquillés de peur. « Non, mais Julien a un traceur dans mon téléphone » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Rémi bondit, arracha le téléphone des mains d'Amélie et le fracassa avec un marteau sur le comptoir. Le plastique éclata, et les hommes jurèrent à voix basse. « Trop tard » murmura Rémi, regardant par la fenêtre. « 6 voitures de police nous encerclent. Ils se rapprochent. » La taverne, qui était encore un refuge, quelques instants auparavant, semblait soudain une cage. Vincent se leva sa large silhouette, emplissant la pièce. « Personne ne bouge » ordonna T, sa voix calme mais ferme. « Amélie, reste derrière moi. » Les autres hommes hochèrent la tête, leur visage tendu, prêts à tout ce qui pourrait arriver. Léon continuait de taper sur son ordinateur, ses doigts volant sur le clavier. « J'ai quelque chose » dit-il soudain. L'organisation de Dupont a collecté plus d'1 million d'euros de dons au cours des 5 dernières années, mais la moitié a disparu sur des comptes offshore. Ce n'est pas une coïncidence. Avant que Vincent ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à la volée, et Julien Morel entra. Il était grand musclé, avec un sourire faux qui n'atteignait pas ses yeux froids et sans vie. Son uniforme était impeccable, et son attitude exsudait l'arrogance. « Te voilà, Amélie » dit-il d'un ton mielleux, sa voix dégoulinante de fausse gentillesse. « Il est temps de rentrer à la maison. » Vincent se plaça devant Amélie, sa large silhouette formant un mur entre elle et le policier. « Elle ne va nulle part avec toi » dit-il, sa voix dure comme l'acier. Julien rit un son froid et moqueur qui résonna dans la taverne. « Vous êtes une bande de criminels, dit-il. Vous pensez vraiment pouvoir gagner contre la police? J'ai 8 hommes dehors, tous armés. Et j'ai l'autorité sur cette fille. » Il sortit un document de sa veste, le brandissant devant les motards comme un trophée de victoire. « Claire n'est pas en état de prendre des décisions, dit-il. Je suis maintenant responsable d'Amélie. » Léon grogna doucement, ses doigts s'immobilisèrent. « Ce document est falsifié, » murmura-t-il, les yeux fixés sur l'écran. « J'ai piraté les données de l'hôpital. » Claire était sous sédatif quand ça a été signé. Julien sembla impassible. « Prouve le motard, » railla-t-il. « Vous n'avez aucune chance contre moi. » Le capitaine Dupont s'assurera que la fille aille dans un foyer là où est sa place. Amélie fit un pas en avant, le pistolet toujours en main. « Tu as fait du mal à ma mère, » dit-elle, sa voix tremblante de colère. « Tu ne m'emmèneras pas dans un foyer. » Ses yeux brillaient, et pendant un instant, elle sembla plus âgée qu'elle ne l'était, comme une guerrière prête à tout pour protéger sa famille. Julien rit de nouveau cette fois, plus cruellement. « Tu n'es qu'une enfant, Amélie, dit-il. Que vas-tu faire? » « Me tirer dessus. » Les hommes dans la taverne se tendirent leurs mains, prêtes à intervenir. Vincent leva une main pour les retenir. « Julien, dit-il calmement, mais avec une froideur qui rendait l'air lourd, tu fais une erreur. Pars maintenant, et nous oublierons que tu étais ici. » Mais Julien fit un pas vers Amélie, ses yeux brillants de colère. « Tu viens avec moi, maintenant aboyaté, sa main s'élançant vers son arme. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau,
et une femme en blouse médicale entra. Le docteur Sophie Laurent était une femme résolue aux cheveux gris courts et aux yeux perçants qui ne montraient aucune peur. Elle tenait une tablette à la main et son attitude dégageait de l'autorité. « Je viens de la part de Claire Dubois », dit-elle calmement, mais avec une force qui emplit la pièce. Elle est réveillée, et elle m'a tout raconté. Julien pâlit sa main, se figeant sur son arme. C'est un mensonge, siffla-t-il, mais sa voix tremblait légèrement. Sophie brandit la tablette, le fixant. « Nous avons des enregistrements du hall de l'immeuble. Où vit Claire, dit-elle. Il montre que vous l'avez poussée dans les escaliers, Julien. Et nous avons son témoignage disant que vous l'avez forcée à signer une procuration sous sédation. » Les motards Savabrica s'approchèrent de leur visage durci par la colère. Vincent posa une main sur l'épaule d'Amélie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu es en sécurité ici, petite, dit-il. Nous ne le laisserons pas te faire du mal. » Les sirènes dehors se firent plus fortes et les policiers commencèrent à s'approcher de la taverne. La tension était palpable et tout le monde dans la pièce savait que les prochaines secondes changeraient tout. Amélie tenait toujours le pistolet fermement ses petites mains, ne tremblant plus. Elle regarda Julien droit dans les yeux, et dans son regard se lisait une détermination que personne n'aurait attendue d'une fillette de 10 ans. « Tu ne feras plus de mal à ma mère, dit-elle. » Et à cet instant, il était clair qu'Amélie n'était pas juste une enfant. C'était une combattante, prête à tout risquer pour trouver la vérité. L'air dans la taverne, le repère des loups, était à couper au couteau. L'odeur de bière éventée et d'huile de moteur se mêlait à la brise salée qui entrait par la porte ouverte. Julien Morel, le policier corrompu, se tenait devant les moteurs avec un sourire narquois, sa main toujours sur son arme. Amélie, la fillette de 10 ans, avec le vieux pistolet, gardait le canon pointé sur lui, ses yeux bleus brillant de colère et de peur. Les sirènes dehors hurlaient de plus en plus près, un son sinistre qui semblait transpercer les murs de la taverne. Vincent, le chef des loups d'acier, se tenait comme un roc devant Amélie, sa large silhouette, formant une barrière entre elle et Julien. Le docteur Sophie Laurent, qui venait d'entrer, brandit sa tablette, sa voix calme mais inflexible. « Claire est réveillée, » répéta-t-elle, fixant Julien. Et elle a tout raconté. Julien rit un son froid et moqueur qui résonna dans la taverne. « Vous n'avez rien contre moi, » dit-il, sa voix dégoulinante d'arrogance. Quelques enregistrements. Le témoignage d'une femme mourante, ça ne tiendra pas devant un tribunal. Mais sa main tremblait légèrement et les motards le remarquèrent. Léon, l'expert en technologie de la bande, continuait de taper sur son ordinateur, ses doigts volant sur le clavier. « Tu te trompes, » Morel murmura-t-il, il s'enlevait les yeux. « Je viens de vérifier les métadonnées des enregistrements de l'hôpital. La procuration que tu prétends avoir a été signée à 3 heures du matin, alors que Claire était sous puissants analgésiques. C'est de l'extorsion, pas un acte légal. » Vincent se tourna légèrement vers Amélie, sa voix douce mais ferme. Petite pause, larme. On le tient. Mais Amélie secoua la tête, ses petites mains serrant le pistolet plus fort. « Il a fait du mal à ma mère, murmura-t-il, elle, sa voix se brisant presque. Il a dit qu'il nous tuerait si je cherchais la vérité. » Ses yeux étaient humides, mais sa posture restait ferme, comme celle de quelqu'un qui avait vécu bien plus qu'un enfant ne devrait. Rémi le mécanicien s'appuya contre le comptoir, ses doigts tachés d'huile, tambourinant nerveusement. « Qui t'a appris à viser comme ça ?» demanda-t-il, à moitié impressionné, à moitié inquiet. « Maman, » répondit Amélie doucement. « Elle a dit que je devais savoir me défendre parce que le monde n'est pas toujours gentil. » À cet instant, Hugo s'avança, un homme maigre,
aux rides profondes et aux yeux témoignant d'une vie de douleur. C'était le plus silencieux des loups d'acier, un homme qui parlait rarement, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. « C'est ma fille », dit-il doucement, sa voix tremblante d'émotion. Les autres motards le dévisagèrent de leur visage, mêlant choc et incrédulité. Hugo demanda à Léon, les sourcils levés. Toi et Claire Hugo hocha la tête, serrant les poings. Il y a 10 ans. Nous étions ensemble, mais elle a disparu sans un mot. Maintenant, je sais pourquoi. Julien rit de nouveau cette fois plus cruellement. Même si c'est vrai, j'ai la procuration sur Amélie, dit-il. Sa mère n'est pas en état de prendre des décisions. Et toi, Hugo? Il cracha le nom comme s'il était du poison. Un motard avec un casier rempli de petits délits. Tu penses qu'un juge te donnera la garde. Hugo fit un pas en avant, ses yeux brillants de colère, mais Vincent le retint. Calme-toi, Hugo, murmura Théil. Il veut nous provoquer. Le docteur Sophie s'avança, sa posture inébranlable. Julien, votre procuration ne vaut rien, dit-elle. Claire m'a tout raconté. Pas seulement l'agression, mais aussi votre prétendue organisation caritative. Elle brandit la tablette où un fichier audio se mit à jouer. La voix de Claire faible, mais claire, emplit la taverne. Julien m'a forcé à signer les documents, dit-elle. Il a dit que si je ne faisais pas ce qu'il voulait, il enverrait Amélie dans un foyer où ses amis, où elle, la voix se brisa et un sanglot se fit entendre. Les motards grognèrent de leurs poings serrés. Amélie tremblait, mais son pistolet restait levé. « Tu l'as frappé, » murmura-t-elle. « Tu l'as poussé dans les escaliers. » Julien fit un pas vers elle, ses yeux froids comme la glace. « Petite peste, » siffla-t-il. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu te mêles. » Mais avant qu'il ne puisse avancer davantage, Hugo se plaça devant lui, sa silhouette mince, dégageant une menace inhabituelle. « Si tu la touches, tu es mort, » dit-il doucement, mais avec une intensité qui remplit la pièce. Les autres motards s'approchèrent, leur visage durci par la colère. Rémi sortit un couteau de sa poche, non pour l'utiliser, mais pour le rendre visible. Léon s'adossa ses doigts, toujours sur le clavier. « J'ai trouvé autre chose, » dit-il. « L'organisation de Dupont a perdu 7 enfants au cours des 5 dernières années. Officiellement en fuite, mais les rapports suggèrent quelque chose de bien pire. » Ces mots frappèrent les hommes comme un coup. Les loups d'acier avaient leurs principes, et blesser des enfants était quelque chose qu'ils ne toléraient jamais. Vincent se tourna vers Amélie. « Petite, on s'occupe de lui, dit-il. Mais tu dois poser l'arme. Nous sommes ta famille maintenant. » Amélie hésita, ses yeux passant de Julien au motard. Puis, elle abaissa lentement le pistolet, ses mains tremblantes. « Vous promettez de protéger ma mère » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Vincent hocha la tête. « On le jure, les loups d'acier ne brisent pas leurs promesses. » Mais les sirènes dehors se firent plus fortes, et le bruit de bottes lourdes se rapprochait. Julien sourit, sa main toujours sur son arme. « Vous n'avez aucune chance, dit-il. 8 policiers contre une bande de criminels. Vous êtes finis. » Mais, avant que la situation ne dégénère, le docteur Sophie s'avança à nouveau. « Julien, votre temps c'est fini, » dit-elle. « J'ai envoyé les enregistrements au département des affaires internes. Ils savent tout. Et Claire a d'autres preuves. » Elle brandit un petit enregistreur, et lorsqu'elle l'alluma, la voix de Julien froide et menaçante se fit entendre. « Si tu dis à quelqu'un ce que tu sais, Claire, ta fille est morte. Et je ferai en sorte que ça ressemble à un accident. » Les motards grognèrent en leur colère bouillonnant. Léon leva les yeux de son ordinateur. «
Ce n'est pas tout, dit-il. J'ai trouvé des emails entre Julien et le capitaine Dupont. Il parle de livraison spéciale à des établissements privés. Ce ne sont pas des orphelinats. Ce sont... Il s'arrêta, sa voix se brisant. Ce sont des endroits où les enfants disparaissent. Amélie haleta ses yeux écarquillés d'horreur. C'est ce qu'il voulait dire, murmura T.L. Il a dit que je finirais dans un foyer où personne ne me chercherait. Vincent posa une main sur son épaule. Ça n'arrivera pas, dit-il. Pas tant qu'on est là. Mais Julien n'était pas prêt à abandonner. Il fit un pas rapide vers Amélie, sa main cherchant à l'attraper. « Tu viens avec moi » aboya-t-il. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Amélie montra de quoi elle était capable. Avec une agilité que personne n'aurait attendue d'une enfant de 10 ans, elle leva le pistolet et tira. Le coup fut assourdissant, et Julien cria lorsque la balle toucha sa jambe. Il s'effondra au sol, le sang s'infiltrant à travers son uniforme. Les motards restèrent sous un festin sans voix, mais Vincent hocha la tête avec approbation. « Bonne posture, petite, dit-il. Ta mère t'a bien appris. » Les policiers dehors firent irruption dans la taverne, leurs armes dégainées. « Mains en l'air » cria l'un d'eux, mais le docteur Sophie leva la main, sa voix coupant à travers la panique. « Arrêtez! J'ai envoyé les preuves au département des affaires internes. Julien Morel a agressé Claire Dubois et a abusé d'enfants dans sa prétendue organisation caritative. » Les policiers hésitèrent leurs armes, s'abaissant légèrement. Julien, saignant au sol, tenta de se relever. « Il m'entend » cria-t-il. Les motards retiennent la fille en otage, mais Amélie s'avança, sa voix forte et claire. « C'est lui qui ment » cria-t-elle. « Il a fait du mal à ma mère et il voulait m'envoyer dans un foyer où ses amis abusent des enfants. » Les policiers échangèrent des regards incertains de ce qu'ils devaient faire. À cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau et une femme en blouse d'hôpital entra. C'était Claire Dubois. Elle était de pâle faible, ses cheveux sombres collés à son front, mais elle se tenait droite, soutenue par une infirmière. Maman cria Amélie courant vers elle, laissant tomber le pistolet au sol. Claire la serra fort, ses mains tremblantes, en touchant le visage de sa fille. « Je suis désolé, mon trésor, » murmura-t-elle. « J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. » Claire se tourna vers les motards, sa voix faible, mais déterminée. « Je vous ai menti, » dit-elle. « Je ne savais pas qui était le père d'Amélie. C'était une période difficile à l'époque. Mais je sais qui je veux qu'il soit. » Elle regarda Hugo, ses yeux remplis de larmes. « Tu es le seul qui ne m'a jamais jugé, » dit-elle. « Quand j'étais enceinte, tu m'apportais de la nourriture, tu m'écoutais sans poser de questions. » Hugo déglutit difficilement ses mains tremblantes. « Je ne voulais jamais te perdre, Claire, » dit-il. « Mais tu es partie. » Claire hocha la tête, sa voix se brisant. « J'avais peur. Julien menaçait de me tuer si je restais. Il a dit qu'il s'assurerait qu'Amélie finisse dans l'un de ses foyers. » Elle brandit l'enregistreur que le docteur Sophie lui avait donné. « J'ai tout enregistré, » dit-elle. « Chaque menace, chaque coup, chaque chose ignoble qu'il a dite sur ma fille. Et j'ai des preuves qu'il a fait disparaître 2 enfants de son organisation. » Les policiers baissèrent sur leurs armes, leurs visages blêmes de choc. L'un d'eux, un homme plus âgé aux cheveux gris, s'avança. « Nous devons vérifier tout cela, » dit-il. « Mais si c'est vrai, Morel est fini. » Julien, toujours saignant au sol, cria. « Vous n'avez rien. Tout est faux, mais les preuves étaient accablantes et les policiers commencèrent à lui passer les menottes. » Amélie s'accrocha à sa mère, ses yeux pleins de larmes, mais aussi de soulagement.
Vincent regarda Hugo, ses yeux sérieux. « C'est vraiment ta fille ?» demanda-t-il. Hugo hocha la tête lentement. « Je le crois, » dit-il. « Mais il faut un test ADN pour en être sûr. » Claire secoua la tête. « Peu importe, dit-elle. Je sais que tu la protégeras, Hugo. Tu l'as toujours fait. » Les motards hochèrent la tête, leurs visages adoucis par le respect. Les loups d'acier étaient plus qu'une bande, c'était une famille, et Amélie en faisait désormais partie. Les sirènes dehors s'éteignirent, et les policiers emmenèrent Julien, qui criait et jurait. Le docteur Sophie resta avec Claire, sa main sur son épaule. « Vous devez retourner à l'hôpital, dit-elle doucement. Mais vous êtes en sécurité maintenant. » Claire hocha la tête, ses yeux fixés sur Amélie. « Merci, » murmura-t-elle au motard. « Merci d'avoir protégé ma fille. » La taverne était silencieuse alors que les policiers se retiraient. Les motards se regardèrent leurs visages mêlant soulagement et détermination. Amélie ramassa le pistolet au sol et le tendit à Vincent. « Je n'en ai plus besoin, » dit-elle doucement. Vincent prit l'arme, ses yeux doux. « Tu es une fille courageuse, dit-il, et tu es toujours la bienvenue ici. » La nuit n'était pas encore terminée, mais pour l'instant, Amélie était en sécurité. Cependant, la vérité sur l'organisation de Julien et les enfants disparus pesait comme une ombre sur la taverne. Les loups d'acier savaient que ce n'était que le début. Ils avaient sauvé une enfante, mais il y en avait d'autres dehors qui avaient besoin de leur aide. Et ils étaient prêts à tout pour trouver justice. Le soleil descendait lentement sur Marseille, baignant la ville d'une chaude lumière dorée qui faisait scintiller les vagues de vitesse de la Méditerranée. Dans la taverne Le Repère des Loups, l'ambiance était différente de cette nuit fatidique 2 semaines plus tôt, lorsque Amélie, une fillette de 10 ans, avec un vieux pistolet, avait poussé la porte et cherché son père. Maintenant, la taverne était remplie d'un léger bourdonnement de conversation, du tintement des verres et des rires des hommes, des loups d'acier. Mais au mur, là où pendait autrefois une vieille pièce de moto, il y avait quelque chose de nouveau. Le pistolet d'Amélie Poly est sécurisé dans une vitrine à côté d'une plaque en laiton gravé 17 décembre, le jour où Amélie Dubois nous a montré ce qu'est le courage. Amélie était assise sur un tabouret de bar, ses jambes se balançant joyeusement tandis qu'elle sirotait un verre de jus d'orange. Sa mère Claire se tenait à ses côtés, toujours pâle, mais avec un sourire qui faisait briller ses yeux. Elle s'était remise étonnamment vite, grâce aux soins de l'hôpital de la Timone et au soutien des motards. Hugo l'homme maigre, qui avait revendiqué être le père d'Amélie, était assis au comptoir, ses mains reposant sur un verre de bière, mais son regard fixé sur Amélie plein de fierté et de quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Le test ADN revenu 2 jours plus tôt avait confirmé ce qu'il savait déjà au fond de son cœur, Amélie était sa fille. Mais pour Amélie et les loups d'acier, ce n'était qu'un morceau de papier. Ils l'avaient déjà accepté comme membre de leur famille, sang ou pas. Vincent, le chef de la bande, s'appuya contre le comptoir, ses cheveux gris brillant à la lumière de la vieille lampe. « Tu as fait pas mal de dégâts de petite, » dit-il à Amélie, un sourire en coin sur les lèvres. « Tu as fait tomber toute une organisation avant même d'être assez grande pour conduire un scooter. » Amélie gloussa ses joues, rougissant. « J'ai juste fait, c'est ce que maman m'a appris, dit-elle. Combattre pour ce qui est juste. » Claire posa une main sur l'épaule d'Amélie, ses yeux brillants de larmes, mais c'étaient ni des larmes de soulagement. « Tu as plus de courage que je n'en ai jamais eu, » murmura-t-elle. « J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. »
La vérité avait émergé au cours des 2 dernières semaines, morceau par morceau comme un puzzle qui se reconstituait lentement. Julien Morel, le policier corrompu qui avait poussé Claire dans les escaliers, avait été arrêté ainsi que son supérieur, le capitaine Dupont. Les preuves que Claire avait rassemblées pendant 2 ans enregistrements secrets, documents e-mail, avaient net mis le département des affaires internes en ébullition. Léon l'expert en technologie de la bande avait soutenu les enquêtes en déchiffrant des fichiers cryptés et en découvrant des liens avec des comptes offshore. L'organisation caritative de Dupont, censée aider les orphelins, était en réalité une couverture pour quelque chose de bien plus sombre. Des enfants étaient vendus à des établissements privés, des lieux où ils disparaissaient, sans que personne ne pose de questions. 2 enfants, dont les noms figuraient dans les dossiers, étaient morts, et les autorités avaient depuis sauvé 7 autres enfants des foyers grâce aux informations fournies par Claire et les loups d'acier. Julien était maintenant en détention provisoire, accusé de tentative de meurtre, d'extorsion et de corruption. Le capitaine Dupont, son protecteur, avait été arrêté quelques heures après Julien dans sa luxueuse maison à Aix-en-Provence. Les gros titres à Marseille parlaient d'un scandale qui secouait la ville. Mais pour Amélie, tout cela n'était qu'un bruit de fond. Elle avait retrouvé sa mère et elle avait trouvé une famille, pas seulement Hugo, mais toute la bande des loups d'acier. Rémi, le mécanicien aux mains tachées d'huile, s'agenouilla devant Amélie et lui tendit un petit bracelet en cuir orné de la tête de loup de la bande. « Pour notre plus jeune membre honoraire, dit-il avec un sourire. Amélie prit le bracelet, ses yeux brillants. « Ça veut dire que je peux conduire une moto, demanda-t-elle avec audace. Les hommes rirent d'un son grave et chaleureux qui remplit la taverne. « D'abord, tu apprends à réparer un moteur, dit Rémi. C'est la première étape. » Vincent leva son verre. À Amélie, dit-il, la guerrière la plus courageuse à avoir franchi cette porte. Les autres motards levèrent leurs verres et un cœur de « à Amélie » résonna dans la pièce. Claire essuya une larme au coin de son œil, sa main serrant fermement celle d'Amélie. « Merci, murmura-t-elle aux hommes. Vous nous avez sauvés. » Mais Amélie n'avait pas fini. Dans les semaines qui suivirent cette nuit, elle avait commencé à faire entendre sa voix. Avec le soutien de Claire et des loups d'acier, elle avait lancé une petite campagne dans son école pour sensibiliser les enfants aux abus et à l'exploitation. Elle parlait devant ses camarades de classe, ses professeurs et même les parents, racontant son histoire avec une clarté qui dépassait de loin ses 10 ans. « Si quelqu'un vous dit de vous taire, criez, dit-elle dans l'un de ses discours, sa petite voix ferme et déterminée. Personne n'a le droit de vous faire du mal. » Ces mots avaient fait des vagues, et bientôt des organisations locales se joignirent pour inspecter les orphelinats de la région. L'administration municipale de Marseille lança une enquête et 47 enfants furent sauvés d'établissements dangereux, un résultat direct du courage d'Amélie et du soutien de la bande. Hugo, désormais officiellement le père d'Amélie, avait changé. L'homme silencieux et réservé qui autrefois se tenait dans l'ombre de la taverne était maintenant un père qui passait chaque minute libre avec sa fille. Il lui apprenait à jouer aux cartes, lui racontait des histoires de ses jours sur la route et lui montrait comment aimer sans peur malgré les cicatrices du passé. Claire et Hugo avaient commencé à construire un nouvel avenir. Ils avaient emménagé dans un petit appartement à la périphérie de Marseille, avec vue sur la mer, et prévoyaient un temps de se marier l'année suivante dans la taverne, là où tout avait commencé. C'est juste, dit Claire, avec un sourire. C'est ici qu'Amélie nous a tous réunis. Les loups d'acier n'avaient pas seulement accueilli Amélie comme membre de la famille, mais aussi comme enseignante.
Chacun d'eux lui apprenait quelque chose. Vincent lui montrait comment penser stratégiquement, comment rester calme dans une crise. Léon lui enseignait les bases de la programmation et bientôt Amélie piratait de simples sites web avec lui riant lorsqu'il trouvait une erreur. Rémi lui apprenait à démonter et remonter un moteur et ses petites mains devenaient aussi tachées d'huile que les siennes. Mais Hugo lui donnait le plus important, la certitude qu'elle était aimée quoi que le monde lui réserve. Il lui apprenait à être forte sans perdre sa douceur et à faire confiance même après une trahison. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le port, Amélie et Hugo étaient assis sur la véranda de leur nouvel appartement. La mer scintillait au loin et le vent portait l'odeur de sel et de liberté. Amélie tenait le bracelet en cuir avec la tête de loup dans ses mains, ses doigts caressant la gravure. « Tu penses que je peux vraiment changer quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Hugo la regarda, ses yeux doux. « Tu as déjà tout changé, dit-il. Tu nous as montré ce qu'est le courage. Tu as secoué une ville entière. Et tu m'as montré ce que signifie être un père. » Amélie sourit, ses yeux brillants. « Mais je n'ai fait que ce que toi et maman m'avez appris, » dit-elle. « Combattre pour ce qui est juste. » Hugo passa un bras autour d'elle, sa voix se brisant presque. « Et tu le fais mieux que nous tous. » La taverne. Le repère des loups n'était plus seulement un lieu pour motards. C'était un symbole de quelque chose de plus grand pour la famille, pour le courage, pour la force qui naît lorsque les gens décident de se soutenir mutuellement. Le pistolet d'Amélie, désormais accroché au mur, était plus qu'une relique. C'était un rappel qu'une enfant armée de rien d'autre que de la détermination et d'une arme rouillée pouvait inspirer toute une communauté. Les loups d'acier continuaient à raconter son histoire non seulement à Marseille, mais partout où leur moto les menait. Ils parlaient de la fille qui était entrée seule dans leur taverne, désespérée mais indomptable, et de comment elle n'avait pas seulement trouvé son père, mais une armée de protecteurs. La leçon qu'Amélie et les loups d'acier laissaient était claire. La famille n'est pas seulement une question de sang. La famille, c'est celle qu'on choisit, celle qui se tient à vos côtés lorsque le monde est contre vous. Le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais agir malgré la peur. Et parfois, il suffit d'une petite voix pour changer le monde, la voix d'une enfant qui refuse de se taire. Amélie n'avait pas seulement sauvé elle-même et sa mère. Elle avait lancé un mouvement qui allait bien au-delà des frontières de Marseille, un mouvement qui protégeait les enfants et faisait éclater la vérité. Et dans le cœur des loups d'acier, elle resterait à jamais la guerrière qui leur avait montré comment combattre pour ce qui est juste, peu importe l'ampleur des obstacles.